Bonsoir, donc bienvenue à cette nouvelle conférence Fernand Seguin de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc nous sommes fiers d'accueillir aujourd'hui Dr Annie Aimé qui va donc nous parler des troubles alimentaires. Donc brièvement, je vais présenter Dr Annie Aimé. Elle a obtenu un doctorat en psychologie clinique en 2002 à l'Université Laval de Québec. Ensuite, 5 ans après, donc en 2007, elle est devenue professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme à Saint-Jérôme. Elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 1998, et également de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec depuis 2011. Elle a également une activité en pratique privée, clinique, depuis 2011. Et elle a également, elle conduit avec d'autres chercheurs des projets de recherche. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Discrimination à l'égard du poids et ses conséquences sur la santé mentale des jeunes. Donc c'est un projet qui a été financé par l'Agence de la santé publique du Canada. Également, en 2012, elle a obtenu une subvention avec d'autres chercheurs du Fonds institutionnel de recherche et de création de l'UQO. Le titre de la recherche est « L'image corporelle et la stigmatisation par rapport à l'apparence chez les personnes victimes de brûlures graves ». D'autres projets qui ont été financés. Il y a également l'intimidation et le bien-être général et académique des enfants âgés de 8 à 12 ans, d'un fonds institutionnel de recherche et de création de l'UQO, c'est ça. Et également, elle a développé un instrument d'auto-évaluation, si j'ai bien compris, sur les comportements d'évitement et de vérification de son corps. Également un projet qui était financé par le fonds institutionnel de recherche et de création de l'UQO. Voilà. Merci. Merci de cette présentation. Merci de l'invitation également. Je suis bien contente d'être avec vous ce soir pour vous parler d'une passion, c'est pas seulement au niveau de la recherche, mais au niveau de la clinique aussi, qui est sur le plan des troubles de l'alimentation, des troubles alimentaires. En fait, ça a été le programme de mon doctorat et ça continue toujours de m'intéresser, même si, comme le disait Sébastien, les recherches que je fais actuellement ne sont pas complètement sur les troubles alimentaires. Il y a toujours moyen d'aller regarder des choses qui sont très reliées, notamment les insatisfactions corporelles. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble. J'en profite aussi parce que ça se fait aussi en visionnement sur le web. Alors, j'en profite aussi pour remercier les gens du web d'être avec nous ce soir. Ce qu'on va regarder justement ensemble, c'est, on va premièrement se rappeler un peu l'objectif de la présentation. On va regarder les principaux troubles de l'alimentation. Donc, on va parler d'anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique. On va y aller quand même rapidement, mais simplement pour les avoir en tête, pour savoir de quoi on parle ce soir. Ensuite de ça, on va regarder les caractéristiques communes à tous ces troubles-là, à ces 3 troubles-là. Donc, des choses qui se retrouvent dans chacun d'eux et qui valent la peine d'être considérées. On va regarder des modèles explicatifs, puis après, on va en venir un peu plus au cœur, si on veut, de la présentation, dans le sens que c'est ce qui a amené le titre, la face cachée des troubles alimentaires, toute la question de l'ambivalence qu'on peut ressentir chez les gens qui souffrent de troubles alimentaires et des croyances qui sont associées à leurs troubles, des croyances qui ne leur servent pas, qui ne leur sont pas utiles, qui sont même nuisibles. On va regarder des obstacles au changement aussi, puis on va se demander très rapidement comment aider si on est face à un proche, comment aider si on est un intervenant aussi en santé mentale. Évidemment, tout ça en 1h15 environ, peut-être un peu moins, alors ça va quand même, on va devoir aller rapidement. Donc, l'objectif général de cette présentation ce soir, c'est vraiment de se sensibiliser au fait que les troubles de l'alimentation, c'est quelque chose de complexe. C'est pas tout simple, les troubles alimentaires. C'est pas quelque chose de deuxième degré ou qui manque d'importance. En fait, les troubles alimentaires sont très prévalents, comme vous le savez probablement, là, les gens qui sont ici ce soir. Et c'est très complexe. Et c'est aussi associé à une souffrance réelle chez les gens qui en sont atteints.
Alors, c'est ça qu'on veut regarder. On veut ensemble arriver à développer une certaine empathie, puis regarder le côté qui n'est pas dit spontanément dans les médias ou même par les personnes qui souffrent de ce genre de troubles, dans le but d'arriver à peut-être moins juger les personnes atteintes, puis être aussi en mesure de mieux les aider. OK. Donc, on commence avec un peu une description des 3 troubles. Je ne suis pas allée de façon très originale. Là, évidemment, j'ai utilisé les outils diagnostiques qui sont en vigueur, principalement, justement, le DSM. Donc, allons-y, le DSM-5. Allons-y avec l'anorexie mentale. Ce qui caractérise l'anorexie mentale, c'est vraiment cette restriction alimentaire. Donc, les gens qui souffrent d'anorexie sont toujours en restriction, sont toujours en train de surveiller, dans le fond, leur alimentation. Et ça amène une perte de poids, habituellement, ou du moins, quand le trouble est en phase très active, un maintien d'un poids très, très faible. Et on utilise le critère de l'âge, le sexe, la trajectoire développementale, la santé physique, simplement pour se le dire. Évidemment, il y a des maladies, par exemple, physiques, qui vont faire en sorte qu'on n'irait pas avec un diagnostic de trouble alimentaire, des maladies qui feraient en sorte qu'une personne serait très maigre. Mais s'il n'y a pas de maladie physique et on a une personne qui est très maigre, bien, on peut se poser des questions. L'âge aussi, hein, habituellement, par exemple, chez les enfants, on s'attend à ce que les enfants, en vieillissant, prennent du poids, grandissent également. Mais si on se retrouve avec un enfant qui est clairement très, très en retard d'un point de vue développemental, bien là aussi, on peut se poser des questions. Évidemment, ce n'est pas le seul critère. Là, ça ne serait pas seulement sur le fait qu'un enfant ne grandit pas puis ne grossit pas, que l'on dirait, ah, ça y est, c'est une anorexie, ça prend autre chose. Mais c'est quelque chose qui peut nous amener là, à s'interroger. Donc, vraiment, habituellement aussi, dans l'anorexie mentale, on va obtenir une perte de poids à travers la diète principalement, puis à travers aussi des différents comportements là, de purgation qui peuvent être là. On va en parler juste un petit peu plus tard, tantôt. On a aussi un deuxième critère très important qui est la peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Donc vraiment, on pourrait presque parler d'une phobie. Hein. C'est comme vraiment une phobie de prendre du poids. On a très peur de grossir, de devenir obèse, par exemple, même si clairement la personne n'est pas obèse, est très très loin de l'être. Il y a différentes manifestations. C'est sûr qu'il y a des personnes anorexiques qui vont par exemple dire qu'elles sont trop grosses. Il y en a d'autres qui ne diront pas qu'elles sont trop grosses, qui vont reconnaître qu'elles sont maigres, mais qui vont quand même rapporter ce désir de toujours continuer à perdre du poids. Et ce critère-là, il est aussi appelé autrement, dans le sens que si, par exemple, on rencontre quelqu'un qui nous dit « Non, non, moi, j'ai pas peur de perdre du poids », ce qui se peut très bien, parce que ça arrive qu'on ait une personne qui dit « Moi, je sais que je suis maigre, puis je ne veux pas perdre du poids, j'ai pas peur de ça, tu sais. Je veux pas prendre du poids, pardon, j'ai pas peur de prendre du poids. » On peut comprendre, hein, parce que vraiment, elle est maigre. Mais alors, on va utiliser une autre façon de regarder ça, puis ça va être au niveau de la présence de comportements qui interfèrent avec le gain de poids. Donc, si quelqu'un nous dit, encore une fois, non, j'ai pas peur de prendre du poids, mais je mange pas telle chose, je prends pas plus que tant de calories par jour, j'évite telle affaire, je fais de l'exercice physique de façon excessive, je m'entraîne 4 heures par jour. Voyez-vous, il y a des comportements qui interfèrent avec le gain de poids. Alors, on peut utiliser ça. Avant, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, c'est un des changements dans le nouveau DSM qui nous permet de dire, il y a quand même la peur, mais elle n'est pas exprimée à travers le « non, je ne veux pas prendre de poids ». Elle n'est pas nécessairement exprimée verbalement. Mais il y a toujours la notion que la personne n'est jamais assez mince. Troisième critère, c'est la perturbation de l'expérience corporelle, influence indue du poids puis la silhouette sur l'auto-évaluation. Donc, c'est l'idée là, que ces personnes-là, justement, peuvent se sentir très grosses, pas grosses ou étranges, ou sinon, elles se sentent pas nécessairement grosses, justement, mais elles vont dire « telle partie de mon corps est trop grosse ». Elles vont se centrer énormément sur des parties de leur corps que nous, évidemment, à l'œil nu, on ne trouverait pas qu'elles sont trop grosses, parce que de toute façon, une personne qui est anorexique est vraiment tellement maigre qu'elle n'est pas grosse de nulle part, mais elle se voit comme grosse, soit dans sa globalité ou dans certains aspects de son corps, certaines parties de son corps. Et ça vient un peu faire en sorte qu'elle va être plus ou moins fière d'elle d'une certaine façon. Ça vient un peu affecter son estime d'elle-même. Donc, si elle arrive à contrôler son poids, à être, parfois on entend là, une bonne fille qui ne mange pas, qui réussit
à vraiment, justement, même peut-être perdre du poids, perdre des livres dans une semaine, faire de l'exercice comme elle est supposée en faire selon les règles qu'elle s'est établies, bien, là, il y a une fierté, il y a comme une estime qui est gagnée. Évidemment, par contre, bon, c'est ça, si le poids augmente, bien là, ça vient vraiment remettre tout en question, ça vient créer une grande, grande détresse. Une autre chose qu'on peut utiliser dans ce troisième critère, c'est le déni persistant du danger associé au poids trop faible. Donc, vraiment, l'idée que les gens vont dire « non, non, il n'y a pas de danger », ne reconnaissent pas les dangers associés. Et dans certains cas, on n'a pas d'indicateur même physique qui permettrait de reconnaître le danger. C'est-à-dire qu'il y a des bilans sanguins qui peuvent avoir été pris et qui ne démontrent pas de problème, en tout cas pas à court terme. Souvent, c'est à plus long terme. Quand la maladie est bien installée puis que ça fait des années, là, les complications vont vraiment commencer à apparaître. Regardons maintenant la boulimie. Je sais que, bien, je prends pour acquis, enfin, que vous connaissez probablement ces troubles, alors je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça en mettant trop de détails, mais quand même, je pense que c'est important de se faire une mise à niveau. Donc, la boulimie, évidemment, on a des crises de boulimie qui sont récurrentes, qui reviennent dans le temps, qui ont une certaine fréquence aussi. Pour parler de crise de boulimie, on doit vraiment avoir deux critères essentiels. Le premier, la grande quantité de nourriture. Le second, vraiment, les pertes de contrôle, le sentiment de perte de contrôle. La grande quantité de nourriture, on va la considérer en fonction du contexte aussi. Donc, évidemment, si j'ai quelqu'un qui me dit que je prends 4 assiettées quand je vais au buffet, est-ce que je vais considérer que c'est une grande quantité de nourriture, par exemple? Si je vous pose la question, là, vous pouvez juste me faire un signe de tête, non. Non, parce que, pourquoi c'est pas trop? On va là pour ça au buffet, vous avez bien raison. Il faut rentrer dans notre argent. Il faut vraiment rentrer dans notre argent quand on va au buffet. Alors oui, effectivement, au buffet, 4 assiettes, il n'y a rien là. Si je suis chez moi, par exemple, puis que je prends 4 assiettes de spaghettis, là, on ne parle pas de la même affaire. Êtes-vous d'accord? Fait que c'est ça l'idée. Donc, il y a une grande quantité de nourriture dans un contexte qui est donné, dans une période de temps qui est brève aussi. C'est sûr que si j'ai pris mes 4 assiettes sur la journée, mais non, tu sais, c'est sûr que on ne parle pas de ça, là. On parle vraiment dans une période de temps brève. Souvent, on va se donner le critère de 2 heures même pour dire ça, c'est une période de temps brève avec un contexte particulier. Le sentiment de perte de contrôle, comment les gens vont le décrire? Ils vont le décrire en vous disant, par exemple, c'est comme si ma main ne répondait plus à mon cerveau. Là. Je mange, puis je m'en rends juste pas compte. C'est comme si j'étais hors de mon corps. Je me rends pas compte de ce que je fais ou je suis pas capable d'arrêter. C'est plus fort que moi. Alors là, ça, vraiment, on peut l'évaluer comme ça, le définir comme ça, le sentiment de perte de contrôle. Des fois aussi, c'est vraiment pas relié. Le sentiment de perte de contrôle est important aussi parce que des fois, il n'est pas relié à la quantité de nourriture. C'est-à-dire qu'avec le temps, les gens perdent un peu leur repère par rapport à c'est quoi une quantité de nourriture qui est petite ou grosse, et puis ils peuvent avoir le sentiment de perdre le contrôle dès qu'ils mangent, pratiquement. Fait que ce sentiment de perte de contrôle, il est important dans la description de la boulimie. Ensuite de ça, bien, on doit avoir, pour parler de boulimie, on doit avoir des comportements compensatoires qui sont inappropriés et qui sont récurrents. On les qualifie d'inappropriés parce que, dans le fond, ils visent à prévenir le gain de poids et souvent, ils visent à amener une perte de poids chez quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin d'en perdre. Les comportements compensatoires, ce sont, par exemple, les vomissements qui sont provoqués. Les vomissements ont cette capacité de soulager la personne, je dirais. Donc, la personne qui a mangé beaucoup, qui a l'estomac distendu, qui se sent vraiment pas bien, en vomissant, c'est comme si ça soulage un peu le malaise physique. Alors, ça devient rapidement, quand on adopte ce comportement-là, quelque chose qu'on veut utiliser souvent fréquemment. Ça permet aussi, c'est comme si c'est le truc pour se dire « Ah, tiens, je peux manger ». Alors là, je vais me faire vomir, puis ça va me permettre de manger un peu, de manger des aliments que je me prive tellement de manger. Bon, évidemment, il y a beaucoup de complications en lien avec les vomissements, fait que c'est pas un comportement qu'on recommande d'avoir, mais il reste que c'est un comportement qui est souvent présent et qui peut aussi même être utilisé d'une façon punitive. Là. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, je suis pas fière de moi, je me sens coupable, alors je me punis, je vomis. Dans d'autres cas, c'est vraiment le grand soulagement aussi d'un point de vue psychologique. Là. C'est comme, cette culpabilité, ça pèse un petit peu, puis je me sens, cette culpabilité d'avoir mangé, puis je me sens moins mal
parce que j'ai vomi. Donc là, je vous disais, les comportements compensatoires, j'ai parlé du vomissement parce que celui-là, il y a vraiment une fonction des fonctions très intenses et très importantes dans le maintien d'un trouble alimentaire, mais on pourrait aussi parler d'abus de laxatifs, d'abus diurétiques, de lavement. On peut parler du jeûne, donc passer des périodes là, de jusqu'à 8 heures, par exemple, dans une journée sans manger. On peut parler de l'exercice physique excessif. L'exercice physique excessif, c'est toujours un peu... excusez-moi, le mot qui me vient, c'est tricky. C'est toujours un peu difficile à évaluer parce que, bon, ben on peut se dire, c'est sûr qu'il y a des cas là, de figure qui sont très évidents. Comme je vous disais tantôt, si je fais 4 heures d'activité physique dans une journée, il y a des chances que vous me disiez, bien, c'est pas mal, hein? C'est peut-être excessif. Mais si j'en fais, je ne sais pas moi, 2 heures, est-ce que là, c'est excessif? Ça peut devenir un peu plus difficile à évaluer. Et c'est surtout difficile chez les athlètes, par exemple, ou les gens qui sont très sportifs. Donc, une des façons qu'on va utiliser pour s'aider, c'est de se demander, est-ce que, par exemple, cette personne-là s'entraîne plus que nécessaire? Si, par exemple, moi, je suis dans une discipline de joueuse de hockey, puis qu'il y a 2 heures d'entraînement par jour, et moi, j'en fais 3, j'en fais plus que nécessaire, plus que le reste de mon équipe. Alors là, ça serait une façon de parler, par exemple, d'exercice excessif. Ou encore, si j'en fais jusqu'au point de me blesser, par exemple, ça aussi, ça pourrait être... et que je continue pareil, là, ça serait un bel indicateur. Hyperphagie boulimique. Donc, l'hyperphagie boulimique, on parle encore de crise de boulimie récurrente. On a les mêmes critères, c'est-à-dire la grande quantité de nourriture, le sentiment de perte de contrôle. Jusqu'ici, même chose que dans la boulimie. Ce qu'on ajoute, c'est certains, on n'a pas besoin d'avoir tous les éléments qui suivent, mais certains d'entre eux doivent être présents. Donc, on doit retrouver une personne qui mange beaucoup plus rapidement que la moyenne des gens, par exemple, surtout quand elle a l'excès alimentaire. Et on peut le comprendre, hein? Quand on a un excès alimentaire, on ne se sent pas bien, il n'y a pas de fierté associée chez les personnes qui souffrent de troubles. Alors, elles vont souvent le faire rapidement, manger très, très rapidement, peut-être aussi en ayant peur d'être vues, d'être entendues. Donc, ça se fait rapidement, un peu dans le secret. C'est aussi manger jusqu'à se sentir inconfortable. Donc, tu sais, vraiment ce malaise, là, quand je parlais d'avoir l'estomac distendu, c'est ça. Ça peut aller jusqu'à « je suis juste plus capable, il n'y a plus rien qui peut rentrer, justement. Puis là, je vais devoir me reposer puis attendre que ça passe. » Manger des grandes quantités aussi de nourriture en absence de faim. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement faim, mais qui vont quand même avoir des excès alimentaires. Fait que c'est là qu'on voit que l'excès alimentaire, il sert à quelque chose aussi. Ça ne sert pas juste à apaiser la faim, puisqu'il n'y a pas de faim. Ça sert à autre chose. Ensuite de ça, bien, manger seul, ça rejoint encore l'idée du secret. C'est secret, ces comportements. Alors, souvent, ça se fait seul. On ne veut pas être avec d'autres gens qui nous voient manger. Puis, ça finit avec aussi souvent se sentir dégoûté, se sentir coupable, se sentir extrêmement mal et déprimé après avoir mangé. Il y a une détresse marquée, évidemment, puis ce que je n'avais pas dit tout à l'heure avec la boulimie, mais qui se retrouve ici, c'est qu'on doit avoir les comportements qui sont ici nommés présents depuis au moins 3 mois à raison d'1 fois par semaine. C'est la même chose avec la boulimie. Il y a juste une différence entre l'hyperphagie boulimique et la boulimie qui est importante. Est-ce que vous l'avez remarqué? Qu'est-ce qui est différent? Pas de vomissement. Pas de vomissement, excellent. Il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc, autant les vomissements que les autres comportements ne sont pas là. Ça ne sera pas des gens qui vont se mettre à jeûner, par exemple, non plus, pendant des périodes de temps très longues. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas restreindre leur alimentation, mais elles ne vont pas être en jeûne intensif, là. Oui. Parfait. Alors, maintenant, quelles sont les caractéristiques communes? Comment on en arrive à développer, par exemple, un trouble alimentaire? Nos différents troubles alimentaires vont vraiment partager différentes caractéristiques, notamment la persistance. Donc, ils sont fréquents, ils perdurent sur une bonne période de temps. On les voit là ils se maintiennent, autrement dit. On a parlé déjà d'1 fois par semaine pendant au moins 3 mois, donc il faut que ça soit persistant. Ils amènent aussi une consommation de nourriture altérée. Ça peut être altéré à la hausse, ça peut être altéré à la basse, mais il y a une altération. On mange plus, on mange moins. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et les portions qu'on considérait
considérait autrefois normales, bien, deviennent complètement... on n'est plus sûr, on ne sait plus c'est quoi une portion normale, pardon. Quand on fait le service avec une personne qui souffre de troubles alimentaires, souvent, elle ne sait pas. Elle doit un peu y aller par mimétisme, c'est-à-dire de faire comme l'intervenant, par exemple, puis prendre la même portion qui serait la portion qui serait jugée normale, enfin, par l'intervenant. Et évidemment, bon, ça vient affecter la santé physique puis le fonctionnement psychologique. Donc, c'est toute la notion de quand on a un trouble de santé mentale, un trouble alimentaire ou autre chose, mais entre autres en trouble alimentaire, il faut qu'il y ait une détresse, puis il faut qu'il y ait une altération du fonctionnement aussi. Ce pas des troubles secondaires à un autre trouble psychiatrique. Je tiens juste à le dire parce que je trouve que c'est une erreur que plusieurs intervenants peuvent faire. C'est-à-dire que, c'est un trouble alimentaire, c'est pas sérieux. Tu sais, à l'adolescence, là, non, tous les jeunes ont des troubles alimentaires, c'est pas sérieux, ça va passer. Ou encore, c'est probablement simplement une dépression, puis ça la fait manger plus, manger moins. On va traiter la dépression, puis ça va être réglé. L'erreur n'est pas si mal dans le sens que si on traite la dépression, on va peut-être aider au niveau du trouble alimentaire. Mais là où l'erreur me dérange, c'est que on est en train de minimiser l'importance du trouble. Et le trouble alimentaire, c'est pas un trouble secondaire, c'est un trouble primaire. Quand on diagnostique un trouble alimentaire, c'est un trouble primaire et ça nécessite en soi un traitement. C'est pas quelque chose qu'on va traiter par la bande. Alors ça, je tenais quand même à le dire parce que je trouve que je le vois trop parfois en clinique ou je l'entends trop. 5 domaines aussi à évaluer pour conclure un trouble de l'alimentation. Ça, c'est vraiment, en général, on doit parler d'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, on doit systématiquement regarder chez nos clients quel est leur indice de masse corporelle. Chez nos proches aussi, si on voit des changements dans leur poids, on va pouvoir s'inquiéter. L'IMC est très, très utile pour distinguer notamment les personnes qui souffrent d'anorexie de celles qui souffrent de boulimie. Parce qu'on pourrait avoir une personne qui souffre d'anorexie qui a des comportements compensatoires et des crises de boulimie, mais qui n'est pas considérée boulimique. Alors là, l'IMC, ça va nous dire, bien, si son IMC, par exemple, est en deçà de 18, on pourrait parler d'une anorexie. Si c'est au-delà de 18, mais là, ça serait plus une boulimie, ou 18,5, mais enfin. Donc, l'idée, c'est l'IMC va nous aider, ça dépend de comment on l'utilise selon les cliniques, là, mais ça va nous aider à savoir quel type de trouble on a. La fréquence et l'ampleur des crises, des épisodes, de perte de contrôle sur l'alimentation, donc des crises de boulimie, vraiment, bien, c'est sûr, on l'a dit dans nos critères, au moins une fois par semaine pendant 3 mois. Donc ça, c'est important. Ça nous permet de savoir si oui ou non, il n'y a pas un trouble alimentaire. La fréquence et la nature des comportements compensatoires qui nous permettent non seulement de savoir s'il y a un trouble alimentaire, mais lequel encore? Est-ce que c'est de l'anorexie, de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie? Oui. Le degré de préoccupation par rapport au poids et la silhouette. Ça, vraiment, c'est assez attendu qu'on se sente insatisfait. Je vous dirais que si je demandais probablement à tout le monde ici, à chaque personne séparément dans la salle ici, vous sentez-vous insatisfait de votre corps? Y a-t-il quelque chose sur votre corps que vous n'aimez pas? Je suis à peu près certaine que tout le monde serait capable de dire au moins une affaire. Vous pourriez me surprendre et dire, moi, j'aime tout, mais c'est rare. Alors ça, c'est comme normatif. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde a quelque chose qu'il n'aime pas. C'est pas de ça qu'on parle ici, par exemple. Quand on parle d'un trouble alimentaire, on parle pas juste de « il y a ça qui me fatigue sur mon corps ». Je sais pas, moi, mes cheveux, ils ont quelque chose de bien tannant, ou mon nez croche. C'est pas juste ça. C'est vraiment très intense. C'est comme si je n'arrive pas à contrôler mon corps, à contrôler mon poids, à contrôler mon alimentation, je ne vaux rien. Tu sais, ma vie, c'est un échec complet. Il y a vraiment... Voyez-vous, l'intensité, c'est beaucoup plus fort. Là. Je ne fais pas juste comme en parler, puis c'est réglé. Là. Je l'ai dit, puis je m'en retourne chez nous, puis je fais ma vie. Non, c'est là tout le temps avec moi. Je suis toujours insatisfaite et préoccupée par ce corps-là, par le contrôle que je dois avoir dessus, puis par rapport à mon alimentation. Degré de détresse, dysfonction, très important aussi, comme je vous disais tout à l'heure. OK, d'autres éléments qui sont vraiment présents dans les troubles de l'alimentation. On a des prédispositions génétiques. Il y a des chercheurs qui, autrement que moi, l'ont évalué de façon beaucoup plus approfondie. On peut penser à Howard Steiger, Dr. Steiger, qui est à Douglas, qui, lui, vraiment s'intéresse aux facteurs génétiques. Et si jamais vous voulez lire des recherches intéressantes, ce sujet-là est récent, je pense que ça pourrait être un auteur qui pourrait... en tout cas, à consulter. Moi, je vous en parle d'une façon beaucoup moins complexe que lui, je vous dirais, mais pour moi, les facteurs génétiques, ça va être vraiment
nos gènes, par exemple? Est-ce que, tu sais, on a des prédispositions, justement, selon nos parents, à être plus ou moins gros ou de tel poids? Ensuite de ça, il y a le sexe aussi dans les facteurs génétiques. On sait qu'évidemment, personne ne va tomber de sa chaise là, si je dis que les troubles alimentaires, il y en a plus chez les femmes que chez les hommes. Fait que le sexe vient influencer. On a notre physionomie, notre métabolisme, notre poids, avec quel poids on était comme prédéterminé à avoir aussi. Donc, tout ça, c'est un peu plus dans les prédispositions génétiques, des facteurs sur lesquels on n'a pas énormément d'emprise. Par contre, il y a d'autres facteurs qui sont les facteurs socio-culturels. On pense principalement aux médias. Évidemment, on est tous bombardés par les mêmes images, les mêmes médias, mais il y en a qui vont en consulter plus que d'autres, qui vont être aussi plus affectés par ces médias. Et c'est clair que les médias, les images qu'on voit qui nous sont projetées dès l'enfance sont néfastes là, pour nous, peuvent vraiment prédisposés à développer un trouble alimentaire. Ce que je dois dire aussi, c'est que tous ces facteurs-là, arrivent ensemble. Là. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être tous présents, mais il doit en avoir plus d'un. Ça ne serait pas sur la base d'un seul facteur, comme ce n'est pas sur la base d'un seul des critères qu'on a nommés tantôt qu'on va dire « Ah, c'est un trouble alimentaire ». Mais on ne va pas nécessairement, seulement par les facteurs socio-culturels, arriver à un trouble alimentaire, mais ce sont des facteurs qui sont reconnus. Les relations interpersonnelles, ça peut être les relations actuelles. Chez les gens qui ont des troubles alimentaires, il y a beaucoup de préoccupations par rapport à autrui, par rapport à est-ce que c'est correct, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que l'autre pense de moi, comment l'autre est en train de m'évaluer. Donc, ces préoccupations-là sont présentes au quotidien. Elles peuvent avoir des problèmes relationnels qui datent de plus longtemps, comme par exemple dans l'enfance. Ça peut être dans l'attachement, par exemple, avec les figures d'attachement. Est-ce que l'enfant a pu développer un attachement sécurisant, un attachement insécurisant, anxieux? Bon, donc ça, c'est des choses qui peuvent influencer son développement. S'il y a eu aussi de la surprotection, de la négligence, des expériences d'abus, de l'intimidation, ça fait partie des raisons pourquoi je m'intéresse à l'intimidation. Il y a vraiment un lien là, direct entre les jeunes qui se font intimider par rapport à leur poids puis le développement de comportements alimentaires problématiques. C'est-à-dire que dès qu'ils se font intimider, ils prennent ça personnel, ils veulent agir là-dessus, ils se mettent à la diète, par exemple. Donc, vraiment, facteur de risque important aussi. Les commentaires des proches sur le poids aussi. Ça peut faire partie des relations ou des expériences interpersonnelles qui peuvent être néfastes. L'estime de soi, souvent à la base, elle est plutôt faible. Donc, on n'a pas tellement confiance en soi. On a de la difficulté à s'aimer, à se respecter, pas beaucoup de fierté par rapport à eux-mêmes, pas beaucoup de fierté par rapport à leur réussite, leur accomplissement. Donc, on peut vraiment entendre « Ah, tu sais, il n'y a rien là. J'ai eu, je sais pas moi, j'ai eu 98, mais il n'y a rien là. Tu sais, tout le monde a eu ça. » Bon, mais donc, ils minimisent leur accomplissement. Le perfectionnisme aussi, évidemment. Le perfectionnisme clinique est particulièrement problématique. Donc, les personnes qui ont des attentes extrêmement élevées par rapport à leur performance, qui ont des standards élevés, mais pas aussi qui ne supportent pas de, par exemple, commettre des erreurs. Donc, ça, c'est comme prédisposant pour avoir un trouble alimentaire. Et c'est prédisposant aussi pour avoir une certaine rigidité qui est associée au trouble alimentaire. C'est un peu comme si je ne réussis pas ça, au moins je vais réussir à contrôler mon poids, puis je vais réussir à contrôler ce que je mange. Donc, le perfectionnisme peut vraiment interférer, autant dans le développement que dans le maintien. Les insatisfactions corporelles, je l'ai dit tout à l'heure, on a tous des insatisfactions corporelles. Donc, évidemment, ça, c'est là. C'est là systématiquement dans toutes les personnes qui ont un trouble alimentaire. Mais par contre, on peut avoir des insatisfactions corporelles sans avoir un trouble alimentaire. Les difficultés d'adaptation, c'est vraiment une difficulté à s'ajuster, par exemple, à des événements ou des situations qui sont nouvelles, qui sont inattendues. Toute la notion de est-ce que je peux prédire ce qui va arriver? Et si je ne peux pas, je me sens mal, je me sens pas en sécurité, j'ai peur. Je dois contrôler ce qui m'arrive. On a aussi les restrictions qui se retrouvent dans tous les troubles alimentaires. Donc, la personne va limiter d'une quelconque façon qu'est-ce qu'elle mange, va sauter des repas, va éviter les sucreries, par exemple les aliments salés. Donc, il y a vraiment de l'évitement, éviter les événements aussi avec les autres, tous les événements à caractère nourriture, qui impliqueraient de manger. OK.
Modèle explicatif, j'y vais brièvement, je vous en propose 3. On va regarder le premier, le modèle à double voix. J'ai réalisé que j'ai oublié de vous mettre les auteurs. Si jamais vous les voulez, je pourrais les rendre disponibles. C'est pas moi qui ai inventé ça, malheureusement. Mais le modèle à double voix, donc, c'est un modèle qui commence avec toute l'idée de la pression. Donc, on est sous pression. Et les personnes qui développent des troubles alimentaires ressentent cette pression-là au centuple, si on veut. Donc, elles ressentent la pression de façon très, très forte et elles l'ont vraiment internalisée. Donc, elles ont appris qu'elles prennent ça pour du cash. Dans le fond, c'est la réalité. C'est vrai, je dois ressembler à ce qui m'est montré. Et si je ne ressemble pas, bien évidemment, je me sens insatisfait. Hein, ça rend insatisfait de ne pas être comme on devrait d'une certaine façon. Et c'est comme si ces images-là, on les prend pour la réalité, comme je vous dis, puis on veut vraiment leur ressembler. Puis ça, il y a un écart entre moi et l'image, évidemment. Puis là, bien, je veux probablement mettre des actions qui vont m'amener dans la restriction pour diminuer cet écart-là, puis me sentir moins satisfaite. Ce qui arrive avec les restrictions, c'est que souvent, elles conduisent à des excès alimentaires. Il y a des gens qui vont pouvoir maintenir les restrictions. D'autres n'arriveront pas à maintenir constamment les restrictions. C'est extrêmement difficile là, quand on y pense. Hein? Si on aime un aliment puis qu'on ne peut pas le manger jamais, parce qu'on s'est donné cette règle-là, c'est extrêmement difficile de la maintenir tout le temps, la règle. Puis si un jour, tu sais, moi, mettons, j'aime le chocolat, si je ne mange pas de chocolat pendant 1 an, bien, la fois où je vais en manger, pensez-vous que je vais en manger juste un carré? Probablement que non, effectivement. Tu sais, je voyais dire non, parce que c'est bon, puis j'aime ça. J'en veux plus. Puis de toute façon, comme je n'en mangerai pas pendant encore 1 an dans ma tête, bien, je vais en manger beaucoup. Alors, c'est ça. Donc, les restrictions peuvent conduire aux excès alimentaires. On a le modèle cognitivo-comportemental ou cognitif-comportemental aussi qui a des éléments qui ressemblent, là, mais qui, lui, part un peu plus de l'estime de soi. Vous vous souvenez qu'on a dit l'estime de soi, c'est un facteur important. Quand on part avec une faible estime de soi, ça veut dire qu'on ne s'aime pas, puis notamment, on n'aime probablement pas notre corps. Donc, on a encore une fois l'insatisfaction. Et ça nous dit, bien, si je peux contrôler mon corps, m'aimer un peu plus mon corps, peut-être que je vais aller mieux en général, puis je vais m'aimer mieux en général. Donc là, ça devient une surévaluation de l'importance du poids, de l'importance du contrôle que je peux avoir sur mon poids puis sur mon alimentation. Je mets toutes mes œufs dans le même panier, je mets tous mes œufs là-dedans en disant, si je peux réussir à contrôler ça, je vais me sentir mieux. Ça va me donner une estime de moi. Ça va faire en sorte que je vais être quelqu'un. Et évidemment, bien, ça ne marche pas comme je voudrais, ça ne marche pas tout le temps. Alors ça peut être extrêmement décevant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'essayer, puis ça va être encore plus important. Puis là, je vais me restreindre, puis me restreindre et me restreindre encore plus. Puis si je me restreins encore et encore, bien, je risque encore plus d'avoir des excès, comme on l'a expliqué tantôt. Le modèle de la régulation émotionnelle, lui aussi, est intéressant. Il part des émotions négatives. Donc, si on dit on se sent insatisfait. Les gens qui ont un trouble alimentaire se sentent insatisfaits. L'insatisfaction corporelle, ça amène des émotions négatives. Donc, ça amène, par exemple, de la détresse, de la déprime, de la culpabilité, de l'anxiété. Clairement, on ne se sent pas bien. Et ces émotions-là peuvent conduire à des excès alimentaires. Donc, je ne me sens pas bien et je fais un excès alimentaire de façon à peu me calmer, me réconforter. Hein, c'est toute l'image de le lait, le pain, les céréales. Et on voit ça des fois dans les publicités, là, les aliments réconfortants. Mais c'est ça aussi qui se passe. Donc, je vis des émotions très pénibles, puis l'excès alimentaire ou la crise de boulimie va permettre de diminuer l'intensité des émotions. Alors, c'est en ce sens-là que ce modèle est souvent utilisé. Ça peut aussi être utilisé, les excès alimentaires, comme un moyen de distraction. Certains vont le voir comme un moyen de distraction. C'est pour se distraire, dans le fond, des émotions qui sont si pénibles. OK. D'autres choses qu'on ne mentionne pas dans la recette quand on parle des troubles alimentaires. On va regarder les croyances populaires. Les croyances qu'on doit déconstruire. Donc, la première, c'est facile de changer. Ça demande seulement un peu de volonté. C'est vraiment
une erreur que d'associer volonté puis changement. Les modèles là, d'entrevues motivationnelles, par exemple, nous l'ont bien montré avec d'autres troubles que les troubles alimentaires, par exemple. C'est très dur de changer. S'il y a des gens ici dans la salle qui fument, vous savez, ou qui se rongent les ongles, vous savez probablement que ça... Je viens de cibler quelqu'un sans m'en rendre compte. Alors, qui se ronge les ongles, je vais quand même maintenir l'exemple. Vous savez que c'est dur d'arrêter. Hein? C'est comme un automatisme. Ça vient aussi, si on porte attention, là, ça vient dans les périodes où on est super stressé, par exemple, ou je sais pas, on a besoin de réfléchir, mais on s'en rend pas compte, mais on est en train de le faire. C'est donc difficile de changer. Chez les gens qui ont un trouble alimentaire, c'est ça aussi. C'est pas facile de changer l'alimentation, leur alimentation. Ça ne demande pas seulement un peu de volonté, ça demande une dose énorme de volonté, ça demande un courage pratiquement inouï. C'est vraiment difficile. Alors voilà. Puis c'est très insécurisant de changer, ça fait peur. En fait, même si être dans le trouble, c'est pas confortable, puis ça fait mal, changer, ça veut dire aussi avoir mal, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire s'en aller à quelque part que j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Fait que ça fait vraiment peur de changer. Des fois, ça peut être plus rassurant de rester dans ses vieilles pantoufles puis d'endurer le trouble et continuer comme ça. OK, donc le changement fait peur, je l'ai dit. C'est difficile de se départir d'une habitude. L'identité, j'en ai pas parlé, par exemple. Donc, l'identité et l'estime de soi se développent à travers le trouble. Les gens qui ont un trouble alimentaire développent une identité souvent à travers. Tu sais, je l'ai dit déjà tantôt, la valeur personnelle dépend de ma capacité à contrôler mon poids, mon alimentation. Donc, vraiment, ça fait que la personne va être une bonne personne, une mauvaise personne à ses yeux, selon sa capacité. Donc, l'identité, elle est là. Et l'identité de celle qui contrôle vraiment avec grande rigidité, elle est très importante. Si on lui enlève le trouble, on lui enlève son identité. Qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. Moi, la seule chose que je sais par rapport à moi, si j'avais un trouble alimentaire, ce serait, je suis capable de contrôler mon poids et mon alimentation. C'est ce qui fait de moi une personne qui a de la valeur. C'est pas ce qui fait de moi une personne exceptionnelle, mais une personne qui a un minimum de valeur. Alors voilà, ça c'est une autre affaire à considérer. Fait que c'est pas facile de changer dans ce contexte-là. Un autre point, les personnes qui ont des troubles de l'alimentation sont responsables de leur maladie. Elles l'ont choisi. On entend ça. T'es responsable. Puis là, je dois dire qu'on l'entend même chez les intervenants. Hein? Et on a des intervenants dans le système de la santé, par exemple, qui vont nous dire, écoute, moi, le patient qui souffre de diabète, là, il n'a pas choisi sa maladie. Mais celui qui a un trouble alimentaire, lui, il l'a choisi. Il a choisi de ne pas manger. Et c'est là que, en fait, je suis encore pas d'accord. OK, peut-être qu'au début, ça a commencé par « je devrais peut-être surveiller mon poids ». Je surveille mon poids, je réussis. On me complimente souvent. Les gens sont souvent complimentés par leur comportement. « Hey, t'es bonne, tu réussis, toi, à ne pas manger ça. Wow! » Alors là, voyez-vous, c'est pas le problème d'une personne, c'est le problème d'un ensemble de personnes. Hein. Si je complimente quelqu'un qui maigrit, bien, je contribue d'une certaine façon au problème. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'à un moment donné, quand la maladie est bien installée, elle prend le dessus. C'est plus la personne qui contrôle, c'est la maladie qui contrôle. La maladie décide de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, à quel moment ça va se passer. Là, on ne sera pas à croire que la personne est en contrôle puis elle a choisi son problème. Elle devient comme l'esclave, finalement, du problème. En plus de ça, la dénutrition va nuire au bon fonctionnement cognitif, dans le sens que vraiment, la personne est plus capable de réfléchir à 100% comme ce serait si elle avait un poids normal. La dénutrition, et si elle était alimentée de façon normale, la dénutrition, ça vient vraiment un peu tout déranger, tellement que, tu sais, pendant les premières semaines, par exemple, de traitement, quand une personne reprend du poids, on ne s'attend pas à beaucoup de choses de cette personne-là, dans le sens qu'on sait que les affirmations qu'elle fait sont teintées là, de la maladie. Mais plus le temps avance, plus la personne est capable de retrouver un fonctionnement cognitif et puis de fonctionner, puis de faire la part des choses. Quand je parle de fonctionnement cognitif, il faut faire attention, par exemple, on ne parle pas là, d'intelligence.
parce qu'on peut être dénutri puis encore super intelligent, là, c'est pas ça. C'est vraiment au niveau du jugement, par exemple. La capacité à faire la part des choses, c'est ça, à avoir une pensée critique, par exemple, sur certaines choses. Donc, tu sais, la pensée critique, c'est aussi, je me trouve maigre, mais peut-être que je ne suis pas si maigre. La pensée critique me permettrait de faire ça. Quand on est dénutri, on ne l'a plus. Autre chose avec la dénutrition, ça change vraiment, bon, je l'ai dit, là, la manière de penser, je l'ai assez dit, mais aussi de se sentir puis de se comporter. Donc, ils vont se mettre à être plus irritables aussi parce qu'ils sont dénutris ou qu'ils sont dénutris. Ça provoque une certaine forme d'apathie aussi. Là. La personne est beaucoup plus amorphe, elle manque d'énergie. Au niveau des comportements, ça crée beaucoup de retrait social, d'isolement. Donc, tout est affecté par la dénutrition. Et ça, bien, encore une fois, la personne n'a pas le choix des conséquences de la dénutrition. La dénutrition amène ça. On ne choisit pas comment elle va nous affecter. L'intolérance au surpoids aussi se veut le reflet d'une responsabilité collective. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a appris très tôt, si je vous demandais, même à vous, je suis certaine, vous avez appris ça très tôt, que c'est mal d'être gros. Il ne faut pas être gros. C'est pas correct. Il ne faut pas non plus prendre de poids. Là, même si on est, je ne sais pas moi, en pleine ménopause, il ne faut pas prendre de poids. Il faut toujours maintenir notre poids puis avoir un poids qui est le plus mince possible. Il y a des gens qui sont extrêmement intolérants aussi par rapport au surpoids, au poids en général aussi, mais surtout au surpoids, et qui vont blâmer les gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses. Personne n'aime ça être blâmé. Quand on est en surpoids et qu'on se fait blâmer, bien, on se sent extrêmement mal, on se sent coupable, on se sent honteux. Tout ça fait en sorte que c'est comme si ça devient un problème qui est collectif. Je ne sais pas si vous le voyez, mais collectif dans le sens que c'est ça. L'intolérance fait en sorte qu'on crée un malaise général par rapport au poids et ça vient un peu confirmer aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires que, hey, je devrais vraiment pas prendre de poids. C'est dangereux de prendre du poids. Puis je fais vraiment bien de faire attention à mon poids. OK. D'autres croyances qu'on peut déconstruire. Il suffit de manger, puis tout va rentrer dans l'ordre. On se fait combien de fois une personne qui souffre de troubles alimentaires se fait dire « mais mange, voyons, mange, c'est facile, c'est juste à manger, ça va être réglé ». Ça, souvent, c'est parce que soit la personne ne sait pas quoi faire, se sent impuissante, ou encore est exaspérée puis inquiète par rapport aux troubles, évidemment. Mais il reste que, évidemment, c'est pas juste manger qui va tout régler. C'est pas seulement utilitaire manger, hein? On en a parlé, ça réconforte, ça soulage, c'est une façon d'entrer en relation avec les autres. Manger, c'est pas juste remplir mon corps, puis ça y est, c'est réglé. Encore une fois, la dénutrition aussi va compliquer la réalimentation. Donc, la dénutrition va avoir provoqué souvent des conséquences qui vont faire en sorte que quand on se remet à manger, c'est extrêmement difficile. Par exemple, ça pourrait faire en sorte que les aliments passent très mal dans mon œsophage. Ça pourrait faire en sorte que la personne a très, très mal au ventre quand elle mange. La personne n'est pas capable d'éliminer ce qu'elle mange naturellement. Donc, vraiment, il y a aussi des complications au niveau de la réalimentation. C'est pas facile non plus de se remettre à manger. Les personnes qui ont des troubles de l'alimentation sont manipulatrices et elles luttent pour avoir le contrôle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi celle-là je l'ai encore entendue. C'est très dangereux si c'est un professionnel de la santé qui pense ça, parce qu'évidemment ça vient remettre en question l'aide qu'on veut offrir, puis toute l'empathie qu'on a pour la personne. Dans la réalité, évidemment, elles vivent une très grande détresse. C'est pas fake. La maladie, c'est une maladie qui est réelle. Elles veulent à la fois changer, pas changer. Elles sont vraiment prises souvent ou pris dans un je veux changer, mais j'ai peur, justement. Puis si je change, qu'est-ce qui va arriver? Donc, elles ne savent pas ou ils ne savent pas. Puis cette ambivalence-là doit être adressée dans le traitement. C'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées, de se sentir importantes aussi. Alors, quand on est en train de dire qu'elles nous manipulent, on n'est pas du tout en train de les rassurer, au contraire, hein, on n'est pas disponible à elles. Il y a un besoin aussi de se sentir importante pour l'autre qui est autour, importante pour l'intervenant si c'est un intervenant. C'est un mécanisme d'adaptation, c'est pour faire face aux expériences douloureuses, c'est pour faire face aux émotions, comme on en a parlé. Alors, c'est pas de la manipulation. On fait notre possible, hein? On fait tout notre possible pour rencontrer les événements stressants qu'on rencontre ou pour rencontrer les événements très, très pénibles qu'on rencontre. Alors, ça, c'est un autre moyen. On ne se fera pas croire que c'est un bon moyen, que c'est un moyen qui est aidant pour la personne, mais il reste que c'est un moyen.
C'est un moyen que la personne a trouvé. Des obstacles au changement. Je vais voir là. Les obstacles au changement, on a la dénutrition, j'aurais pu parler de privation aussi. En fait, on a une privation qui est physiologique et une privation qui est psychologique. Ça, vraiment, c'est un facteur de maintien important. Donc, toutes les règles que s'impose la personne vont faire en sorte que c'est comme un code là, de vie. Il faut vraiment suivre ça. C'est un mode de vie ultime. Il ne faut pas avoir d'écart. Si on a des écarts, c'est vraiment vécu comme une faiblesse. Donc, il faut regarder ça, les obstacles, en ce sens-là. Il y a vraiment... des fois, j'utilise même l'analogie de la secte. C'est comme si on était pris dans une secte. Ensuite de ça, il y a l'idée du perfectionnisme ou de l'impulsivité. On a parlé tout à l'heure dans les facteurs qui permettaient qui pouvaient rendre plus à risque, mais ils peuvent aussi être vraiment présents dans le traitement, par exemple, avec la personne ou quand elle est en phase active et elle veut même s'en sortir. Le perfectionniste, il pousse toujours à faire plus, hein, à s'en demander plus, puis à suivre les règles de manière très appliquées. Alors, c'est difficile, le perfectionnisme, quand c'est présent. Ça peut même faire en sorte de compliquer un peu le traitement, de faire en sorte que le traitement va demander plus de temps. On peut avoir l'impulsivité aussi. L'impulsivité fait en sorte qu'on adopte des comportements sans trop y penser. Ça aussi, c'est un obstacle qui peut être présent. Puis, on est conscient que perfectionnisme et impulsivité, ce sont des traits de personnalité. Encore là, ce n'est pas nous qui les avons complètement choisis, là, les traits de personnalité qui nous caractérisent. La honte, le déni, un bel obstacle aussi à la consultation. Comment, si j'ai honte ou je ne reconnais pas ou je ne suis pas consciente qu'il y a un problème, comment je vais aller consulter? Comment je vais aller voir quelqu'un puis dire j'ai besoin d'aide? J'en ai pas besoin, je suis en déni. Si, par contre, j'ai très honte aussi, c'est extrêmement difficile là, d'arriver voir son médecin, dire « Hey, moi, tu sais, by the way, j'ai un trouble alimentaire. » C'est pas facile à annoncer. Alors, je dirais même que, comme professionnel, on doit peut-être un peu essayer de faciliter la chose puis de poser des questions qui vont faire en sorte que ça pourrait sortir. La difficulté à faire confiance, si on a de la misère à faire confiance, on peut comprendre. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont pu être vécues. Par exemple, si on pense à l'intimidation, bien, écoutez, comment faire confiance alors qu'on a été victimisé dans le passé. C'est pas facile, il faut comprendre que ça peut prendre un temps. Le trouble anxieux aussi, si on a quelqu'un qui a un trouble anxieux antérieur au trouble alimentaire, bien, ça peut être particulièrement difficile dans le traitement parce que le trouble anxieux est un peu atténué ou c'est comme si les comportements alimentaires permettent de diminuer l'anxiété. Fait que si j'enlève les comportements alimentaires, bien, l'anxiété est là ou l'anxiété revient de plus belle, ce qui peut vraiment faire en sorte que ça fait encore plus peur. Puis c'est encore plus difficile d'arriver à s'en sortir. Humeur dépressive, bien évidemment, on n'est pas sans savoir que si on souffre d'une humeur dépressive, ça vient affecter notre alimentation, notre sommeil et tout. Donc oui, ça peut être un obstacle possible si on a ça en même temps qu'un trouble alimentaire. Ça peut faire en sorte aussi que c'est plus difficile de faire les stratégies qu'on a identifiées avec notre thérapeute ou avec nos amis ou bon, avec nos parents. Donc l'humeur dépressive peut aussi nuire. Différentes peurs. Peur de s'attacher, peur d'être envahi par des émotions difficiles. On a parlé avec le modèle de la régulation émotionnelle. Si je me mets à plus avoir de comportement alimentaire, je vais peut-être être envahie, je ne saurais plus quoi faire, je vais me mettre à pleurer, puis ça ne finira plus jamais. C'est l'impression que ça laisse. C'est pas la réalité, mais c'est l'impression que ça laisse. La peur de perdre son autonomie aussi, ou encore des fois de devoir devenir autonome. Dans certains cas, ça peut faire extrêmement peur de devenir adulte, d'avoir à prendre plein de responsabilités qui sont le lot des personnes qui sont adultes. Le dessert. Comment aider? Donc, je dis le dessert parce que, bien, on est vers la fin, mais comment aider quand on est face à un proche? Écoutez, là, c'est sûr que la présentation est rapide, fait qu'on ne se pas à croire qu'on a fait le tour, mais ce sont certains indices, certaines choses qu'on pourrait faire. Puis si vous le souhaitez, on pourrait y revenir. Ah, bon, OK. J'aime pas quand
tout n'est pas déjà là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un petit Aider un proche. Si on est en prévention, on va essayer de favoriser l'estime de soi puis favoriser vraiment l'autonomie. Donc, on veut, par exemple, si c'est un enfant, on veut l'amener vraiment à développer une belle estime de lui. Vous vous souvenez, dans un des modèles qu'on avait, ça commençait avec l'estime de soi. Fait que si on travaille l'estime de soi dès le jeune âge, peut-être qu'on va arriver à éviter le développement d'un trouble alimentaire. Donc, pour un proche qui est en bas âge, on favorise l'estime de soi. Pour un proche qui est plus vieux, on peut favoriser aussi l'estime de soi, évidemment. Donc, l'idée, c'est ça, de l'amener à le féliciter pour ce qu'il fait, le féliciter pour ce qu'il est, l'aider à voir qu'il y a des aspects, qu'il y a le contrôle sur des aspects importants de sa vie qui sont autres que l'alimentation, qui peut faire des choses autres, réussir ailleurs. Ça, c'est l'autonomie. Hein, être capable de faire des choses qui sont belles, qui sont bonnes, mais qui ne sont pas reliées à l'alimentation, par exemple, et au poids. On doit aussi, d'une certaine façon, si c'est un enfant, par exemple, l'accepter puis le valoriser. Donc, on accepte l'enfant puis on blâme le trouble alimentaire. Ou si c'est un jeune, on accepte le jeune puis on blâme le trouble alimentaire. On apprend à notre proche que c'est pas comme de sa faute. On prend pour acquis que c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui est pas correct ou qui est méchant. On blâme le trouble alimentaire. On se met ensemble pour travailler contre le trouble alimentaire. En travaillant comme ça peut permettre, si le jeune ou la personne a envie d'embarquer avec nous, de se mettre dans notre équipe contre le trouble alimentaire. On a l'impression d'être plus fort à plusieurs. Enseigner des moyens d'adaptation qui vont permettre de faire face à l'anxiété, la peur, la colère, la déprime, ce sont des émotions qui sont habituellement pas tellement aimées. On ne les veut pas. On ne veut pas se sentir anxieux, on peut avoir peur, on ne veut pas de colère, on ne veut pas être triste. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Mais évidemment, on peut arriver à trouver des moyens, enseigner des moyens. Encore une fois, si on est plus chez les jeunes, chez les plus petits, on va, par exemple, donner un câlin à un enfant plutôt qu'un biscuit, hein, par exemple. C'est un moyen qui pourrait être plus adapté devant un enfant qui a peur, qui est déprimé, qui s'inquiète de quelque chose. On va aussi l'amener à mettre des mots sur ses états émotionnels. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens même dans ton corps? Des fois, l'enfant n'est pas capable d'exprimer où il ressent, qu'est-ce qu'il ressent. Des fois, on peut nommer pour la personne aussi qu'est-ce qu'elle peut ressentir. Imaginer pour elle qu'est-ce qu'elle peut ressentir. On peut l'encourager de parler de ses problèmes. Plutôt que faire semblant que c'est pas là. Plutôt que dire arrête de pleurer, c'est fatigant, on peut dire dis-moi qu'est-ce qui va pas. Parle-moi de ce qui va pas. Puis souvent, quand on a reconnu l'émotion, puis on a dit waouh, c'est vraiment pas évident, tu dois vraiment, je sais pas moi, avoir peur. Moi, si j'étais à ta place, j'aurais super peur. Souvent, il va y avoir de façon naturelle un genre de désir de trouver une solution à ça. Donc, la personne va dire « Oui, j'ai peur. » Puis, je pense que je pourrais, je ne dis pas que c'est spontané puis ça va se faire en 3 secondes comme ça, mais je pense que je pourrais peut-être faire ça. Ça, c'est très aidant quand ça vient d'elle, plutôt que nous être tout le temps en train de dire, même quand c'est un ami, tu devrais faire ça, fais ci. Les conseils comme ça ou les obligations, c'est souvent pas tellement apprécié. Mais quand on valide l'émotion, puis on reconnaît comment ça doit être dur, la personne, elle trouve le moyen toute seule. Fait qu'on est encore dans favoriser l'autonomie d'une certaine façon, ici aussi. Rechercher la chaleur humaine, ça semble peut-être trop facile, mais la chaleur humaine va être importante. Vous vous souvenez quand je disais aider la personne à se sentir quelqu'un, à se sentir importante. Donc, la chaleur humaine, l'affection, la communication, on essaie d'avoir ça entre nous, avec notre proche. Manger autant que possible ensemble. Mais évidemment, si c'est dans une famille que ça se passe, le trouble alimentaire, si on est capable de manger ensemble, ça va être super, ça va être génial. Ça va aider à avoir des moyens, par exemple, après le repas, alors que la personne est super anxieuse, des moyens de se calmer, des moyens de maintenir, garder la nourriture en dedans d'elle aussi, de trouver ça moins pénible. Alors, on peut même aussi, oui, OK, j'y viendrai tantôt. Si on est parent, on essaie de conserver le rôle de parent. Donc, on n'est pas son ami, on est son parent. C'est important. Il y a eu toute une génération, là c'est moins ça, mais il y a eu toute une génération où on était l'ami de nos enfants. Puis il fallait vraiment être son ami, puis il fallait prendre la drogue avec lui pour ses premières fois. Puis tu sais, c'était comme bien important. Mais je pense que l'approche, en tout cas, que moi je suggère, c'est d'être un parent, de continuer d'être un parent.
Ben, comme parents, on évite les questions de jalousie ou de comparaison, hein, tu sais, genre, t'es comme ci, t'es comme ça, ah, ça te fait moins bien qu'à moi, cette robe-là. Bon, tu sais, on laisse faire ça. Comme parents, on essaie plutôt de valoriser notre enfant puis de l'aimer, puis de dire qu'il est beau puis il est fin. Donc, c'est ça. On essaie de laisser faire la comparaison qui pourrait être néfaste pour lui. Ensuite de ça, bien, on l'amène à critiquer les modèles médiatiques. Évidemment, on ne commence pas à 5 ans. Bien, je veux dire, on peut quand même commencer à le sensibiliser, mais il faut être à son niveau, là. Fait que c'est plus vers, je dirais, 5e, 6e année, là, que les jeunes commencent à pouvoir comprendre que les images sont pas réelles, sont retouchées, qu'il y a des choses qui se passent dans la publicité là, qui viennent un peu tout changer. Alors, on peut l'amener à être critique. Puis, en faisant ça, moi, j'encourage même à l'amener à limiter l'accès aux modèles. Tu sais, comme dans la vie, ça peut être le fun de faire autre chose que regarder la télévision, puis toutes les annonces qu'on voit en lien avec le poids, tous les commentaires qu'on entend, bon, tout ça. Alors, on peut faire attention. On peut aussi éviter les conversations centrées sur l'apparence et le poids. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours en tête l'image d'une famille qui regarde La Voix, mettons. Hein, le dimanche soir, génial, toute la famille est assise ensemble, on regarde La Voix. Et là, j'imagine facilement les parents, tu sais, « Ah, t'as-tu vu elle? T'as-tu vu elle? Regarde comment elle est habillée, regarde que ça ne fait pas bien, ça. Regarde telle affaire, telle affaire. Hey, moi, mes fesses, chérie, sont aussi grosses que celles-là. » Ou mes fesses sont, tu sais, comme... On entend des commentaires comme ça. Puis les jeunes qui sont présents, bien, eux, ils gobent tout ça, ils apprennent tout ça. Donc, je pense qu'il faut être un modèle aussi, essayer de limiter le plus possible les commentaires centrés sur l'enfant puis les irrégularités de son physique, mais aussi les commentaires par rapport à n'importe qui qu'on voit dans la rue quand notre enfant est là en train de nous regarder faire, nous entendre dire. Parce qu'après ça, ils répètent, ils disent la même affaire que nous. OK. Quand le trouble alimentaire est en période active, bien là, je recommande de se demander qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que se blâmer. Trop souvent, par exemple, on va voir arriver la famille, puis la famille va dire « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ou ce que j'ai manqué? » Puis j'aurais donc dû, je me souviens, une personne qui me disait « J'aurais donc dû faire du cododo avec mon bébé. » Tu sais, ça aurait tout changé si j'avais fait du cododo un peu, mais non, il fallait pas, il fallait qu'il soit dans sa chambre puis qu'il pleure tu sais, toute la nuit, mettons. C'est un exemple. Mais c'est juste pour dire qu'on peut retourner à loin. On peut remonter à loin pour se blâmer puis se dire qu'on n'a pas été correct. Ça n'aidera pas. Trouver le pourquoi du pourquoi, ça ne nous aidera pas. Ce qui va aider, c'est de se demander, mais qu'est-ce que je peux changer maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec cette personne-là que j'aime? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Est-ce que, justement, si manger avec elle, ça risque de l'aider, pourquoi je ne fais pas ça? Plutôt que me blâmer puis me dire que je ne suis pas correcte. Prendre soin de soi, un peu cliché, mais tellement important. Surtout pour les parents qui sont très épuisés. C'est très dur d'être un parent d'un enfant qui a un trouble alimentaire. Alors, ça peut être vraiment, à un moment donné, occuper toute la vie, prendre toute la place. On va faire le tour des épiceries là, pour trouver l'aliment que notre enfant va manger. Puis ça peut prendre 2 heures de route, c'est pas grave, on va y aller. T'aimes ça, ça? Puis c'est là qu'on va y aller. C'est à Québec, c'est pas grave, on va y aller. Ça prend beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, on ne prend pas du tout soin de nous. On est en train de s'épuiser, se perdre. Alors, prendre soin de soi, c'est aussi important. Donc, les parents, par exemple, qui ont un enfant qui souffre de trouble alimentaire, là, il faut quand même mettre à l'agenda des pauses, des moments où on n'est pas en train de prendre soin de lui, mais où on est en train de faire autre chose. Si prendre soin de soi, ça veut dire juste être ailleurs puis regarder un film, bien parfait, c'est ça. Une fois dans un mois, bien, ça sera au moins ça. Évidemment, ça serait le fun que ça soit plus, mais ça peut être un bon début. Se mettre en charge des repas à la maison. Évidemment, là, je parle encore plus des parents, mais c'est pas le trouble qui peut décider de qu'est-ce qu'on va manger. Hein? Comme je vous disais tantôt, je peux aller jusqu'à Québec, virer jusqu'à Québec pour chercher qu'est-ce que l'enfant aime. Non, ça, c'est pas l'idéal. Mais c'est pas non plus le trouble qui doit décider que ce soir, on mange telle affaire, demain, on va manger telle affaire et après-demain, on va manger telle autre affaire. Non, en fait, on doit vraiment, comme si on est parent, prendre en charge les repas. Si on est conjoint, ça pourrait être ça aussi. Prendre en charge les repas à la maison. C'est moi qui décide. Toi, tu sors de la cuisine puis tu mangeras quand ça sera le temps. C'est un peu raide, hein? Mais
C'est quand même ça l'idée. Quand on accompagne les parents, c'est de dire, bien, on ne veut pas que votre enfant décide tout, puis soit en train de cuisiner à votre place finalement, puis de vous faire manger en vous regardant, puis pas manger. C'est pas ça qui est supposé se passer. On est supposé manger ensemble. On est supposé, puis souvent, bien, quand c'est le parent, malheureusement, hein, ça serait le fun des fois que les enfants fassent à manger, mais souvent c'est le parent qui fait à manger. Fait qu'on garde ce rôle-là encore une fois. Offrir de la compassion, se montrer empathique, montrer que ça ne doit pas être évident. C'est vrai que ça ne doit pas être évident pour toi. C'est vrai que c'est dur. Et pas commenter le poids. Jamais commenter le poids. Ni papa, ni maman, ni ami, ni chum. Combien de fois, hein, ça, c'est la question. Je me souviens, je pense que Patrick Huard faisait quelque chose là-dessus, un sketch là-dessus, mais c'est la question qui tue, là, chérie, tu sais, est-ce que j'ai des grosses fesses, là? Peu importe ce que tu réponds, c'est toujours voué à ça ne marchera pas, c'est à l'échec. Là. Si tu dis oui, tu as des grosses fesses, bien, quelle soirée on va passer. Puis si tu dis non, bien, c'est pas vrai. Tu n'oses pas me le dire, c'est parce que tu m'aimes. Fait que ça ne peut jamais marcher. Alors, on laisse faire, mieux de ne pas commenter. On est mieux à la limite même de dire, bien écoute, tu sais là, que si je réponds, je ne gagnerai pas. C'est comme, ça ne marchera pas, là. Fait que j'aime mieux pas répondre. Comme professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Bon, évidemment, travailler en équipe, je pense que ça vaut la peine de penser à ça, travailler en équipe. Les cliniques qui sont les plus spécialisées et les plus reconnues, tu sais, au Québec comme ailleurs, c'est les cliniques qui utilisent des équipes interdisciplinaires. Donc, il y a des nutritionnistes, il y a des psychologues, il peut y avoir des psychoéducateurs, il y a des travailleurs sociaux, il y a des infirmiers, des psychiatres, évidemment. Bon, il peut y avoir des kinésiologues, ça dépend des cliniques. Il y a toute une multitude de professionnels là, qui vont tous avoir un rôle très intéressant et important à jouer. Si on travaille un peu plus seul, par exemple, ou dans une équipe très réduite, ça vaut la peine d'avoir des bilans sanguins, d'avoir un minimum, là, au minimum des bilans sanguins, de temps à autre, pour savoir qu'est-ce qui se passe, là. Est-ce qu'il y a des complications qui sont très dangereuses là, au niveau de, pour la vie même de la personne qu'on voit. Devant l'ambivalence, vous souvenez, changer versus pas changer, on peut prendre des stratégies motivationnelles. On a notamment la balance décisionnelle. On peut regarder avec ça, la balance décisionnelle, les coûts et les bénéfices à changer ou à maintenir le statu quo. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Quels sont les avantages et les inconvénients? Un peu la même chose, les pour et contre du trouble de l'alimentation ou d'un comportement particulier, comme la restriction, par exemple, ou comme les crises de boulimie. Donc, on peut regarder les pour et contre de ce comportement ou du trouble en soi. Faire une belle liste de ça, puis se questionner après ça de qu'est-ce que ça donne envie de faire, ça. Puis, on peut aussi utiliser la lettre à une amie ou à une ennemie. Donc, le trouble alimentaire devient l'ami ou l'ennemi, dépendamment du type de lettre qu'on utilise. Ça nous permet d'avoir accès à des choses qu'on n'a pas spontanément accès. Si je demande, par exemple, d'écrire une lettre à l'ami, ça se pourrait que la personne dise, écrive comme « Hey, une chance que tu es là dans ma vie, j'ai personne d'autre, je me sens tellement seule ». Voyez-vous, ça peut amener des choses, du matériel dont on peut parler autrement, puis chercher à modifier aussi. Favoriser les activités qui brisent l'isolement. Dans mon exemple avec le trouble alimentaire, mon ami, justement, j'étais en train de vous dire, mais peut-être que la personne se sent seule. Donc, on peut essayer d'avoir des activités qui vont briser l'isolement, faire en sorte qu'elle voit des gens. C'est vraiment important de voir des gens, d'avoir des moments où on est entouré puis que ça nous fait du bien. S'assurer aussi que la personne mange ou augmente son apport en calories. Vraiment, on doit vérifier ça. C'est comme si, de rencontre en rencontre, il faut s'assurer qu'elle mange. Puis si elle ne mange pas, essayez de prendre entente avec elle pour qu'elle mange un peu plus, qu'elle ne se laisse pas, justement, mourir de faim. Faire preuve d'intérêt pour sa vie émotionnelle, ses relations, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, comment ça se passe avec les autres. Il y a des traitements qui vont même pratiquement ne se centrer que sur les relations interpersonnelles dans les troubles alimentaires. Il y a des intervenants qui vont choisir d'aller uniquement là, pratiquement. Alors, d'autres pistes d'intervention. Oups! OK. D'autres pistes d'intervention. Il faut être conscient que ça va demander du temps, que ça ne se fait pas
Si vite que ça, la rémission d'un trouble alimentaire, ça peut être ponctué de rechutes. Et ça peut même être correct qu'il y ait des rechutes. Là. Je veux dire, la rémission d'un trouble alimentaire, ça ne se passe pas là, dans une droite ascendante. Il y a vraiment habituellement des rechutes, il y a des courbes à travers ça. Et là, le rôle de l'intervenant, c'est de rester là malgré tout, malgré les rechutes. Être attentif à la relation thérapeutique, moi je le recommande. On veut regarder quelles sont les réactions de la personne, comment elle se sent, est-ce qu'elle a envie de s'éloigner, est-ce qu'elle a peur de ce qui est en train de se passer, est-ce qu'elle veut être prise en charge complètement, par exemple. Donc, quelles sont ses réactions et quelles sont les réactions de l'intervenant aussi? Est-ce que l'intervenant a peur? Est-ce qu'il se sent impuissant? Est-ce que il sait juste plus quoi faire? Est-ce qu'il est en colère? Bon, donc on peut regarder ces réactions-là, pas pour les partager évidemment aux clients, mais pour les utiliser avec nous, pour comprendre que, tu sais, moi, si je me sens en colère, peut-être que les gens de son entourage aussi se sentent en colère et peut-être que ça serait important qu'on regarde ça, finalement, le fait que ça peut être irritant pour le monde autour de la voir agir de cette façon-là, ou ça peut être inquiétant pour les gens autour de peut-être avoir l'impression de la perdre, qu'elle meurt à petit feu, donc, etc. On peut utiliser finalement nos réactions aussi pour les discuter, pas les discuter nécessairement, mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. Faire preuve de compassion, je vais comme m'arrêter avec ça. J'avais même envie de dire être un modèle ou même enseigner la compassion. Les gens qui ont des troubles alimentaires n'ont pas du tout de compassion pour eux-mêmes, ne sont pas empathiques. Ils se blâment, ils se critiquent, ils sont très sévères à leur égard. Alors, c'est important que l'intervenant ne soit pas dans le même rôle. Là. Si on est deux à critiquer, ça n'ira pas bien. Il faut qu'il y ait un intervenant qui soit capable de compassion, puis à la limite d'essayer de montrer au client, bien, voici, tu sais, moi, je pense ça de toi. Pourrais-tu essayer de penser ça ensemble? Ou toi, pourrais-tu te rapprocher de ça? Fait que je pense que, c'est ça, on m'avait demandé là, de finir vers 8h15, pardon. Alors, avez-vous des questions, justement, pour... Merci beaucoup. Très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci. Merci.